les gens qui réussissent, je ne parle pas de réussite financière ou de carrière ou quoi, mais les gens qui sont heureux dans la vie, c'est les gens qui ont une passion. C'est vrai que je peux être assez dur avec moi-même, mais c'est vrai aussi que les gens en contrepartie sont aussi assez durs. Et pour moi, c'est encore ça qui prédomine, et c'est plus ces victoires manquées que celles que j'ai eu le bonheur de pouvoir gagner. Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Voilà un invité qui n'a rien d'ordinaire. Steve Gerda. Dans quelques semaines à peine, Aymen Ekestrian fêtera ses 7 ans. Il nous aura fallu 7 années pour aller chercher ce nom-là. Celui qui, depuis le 1er mai 2019, trônait tout en haut de la liste de nos invités rêvés. Mais la vie réserve parfois de jolis détours. Et je crois sincèrement que si elle nous a menés jusqu'au petit village d'Elgue en ce début d'année 2026, ce n'est pas un hasard. C'est là, lové dans la douceur de sa maison en plein cœur de l'hiver, que nous avons pris le temps, avec lui, de remonter le fil de sa trajectoire, de comprendre, au-delà des résultats, ce qui construit un immense champion. Car Steve n'est pas seulement un sportif de très haut niveau, il est aussi et surtout une figure inspirante pour toute une génération de cavaliers. Qu'on soit jeune ou expérimenté, amateur ou professionnel, il fait l'unanimité. Et ce n'est pas uniquement une question de talent. Il incarne le travail, l'engagement, la détermination et cette capacité rare à toujours vouloir apprendre. Très tôt, il a choisi de tracer sa route, seul, d'aller voir ailleurs, de se confronter à d'autres méthodes, d'autres cultures, d'autres visions du sport. Aujourd'hui encore, en tant que porte-parole respecté de notre discipline, il continue de défendre ses convictions tout en gardant une longueur d'avance sur l'évolution du haut niveau. C'est sans doute ce qui fait de lui, depuis plus de 15 ans, l'un des meilleurs cavaliers du monde. Nous ne pouvons qu'être profondément reconnaissantes d'avoir eu la chance de partager ce moment avec lui, de nous nourrir de ses mots et de sa vision. Nous espérons que cet épisode vous inspirera autant qu'il nous a marqués. Très bonne écoute à tous. Bonjour Steve, on est très très heureuse et reconnaissante que tu nous aies ouvert les portes de chez toi aujourd'hui à Elgue pour réaliser cette interview qu'on a tant voulu. Et on remercie aussi chaleureusement Voltaire qui est ton partenaire et qui nous a permis d'être ici avec toi aujourd'hui. D'habitude, Steve, dans notre podcast, on liste le meilleur du palmarès et les plus grands titres, les plus grands championnats, mais c'est assez difficile avec toi parce qu'il y a eu tellement de grands moments dans ta carrière. Alors, j'ai voulu ne faire aucune erreur, donc on est allé sur ton site tout simplement et on a compté les lignes. Tu as participé à 6 Jeux Olympiques, sans discontinuité depuis Athènes en 2004. Tu as rapporté 3 médailles. Hong Kong en 2008, 3e par équipe avec Jaliska, Londres 2012 évidemment, l'or individuel avec Nino, Paris 2024, l'argent avec Dynamix. Tu as participé à 15 championnats d'Europe. La plus récente performance, c'était évidemment en 2023 avec Dynamix. Et tu remportais l'or par équipe avec Jaliska en 2009 à Windsor. 3 Jeux équestres mondiaux et puis potentiellement un 4e cette année. 10 finales du top 10. Et 15 finales Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien, avec évidemment plusieurs victoires. Tu as été numéro 1 mondial aussi, à 2 reprises, une fois d'une courte durée et puis une deuxième fois assez plus longuement. Et aujourd'hui, Steve, tu as 43 ans seulement. Je me posais une toute première question avant de commencer, c'était de savoir un peu, quand tu écoutes ce palmarès qu'on doit te réciter assez souvent, est-ce que parfois tu prends du recul et tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce que tu as le sentiment quand même d'avoir réussi ou de ne pas encore avoir fini?
Ouais, alors c'est assez bizarre, mais c'est vrai que j'entends ce palmarès qui est, c'est vrai, flatteur et que j'écoute avec plaisir. Mais si je suis complètement honnête, quand j'y pense, moi je pense plutôt à Donaueschingen, Hertogenbosch, Göteborg et Rio. Et c'est pour moi 4 médailles d'or que j'ai loupées. 2 fois la finale Coupe du Monde au barrage avec Nino et les Jeux de Rio avec Nino aussi. Et à Donaueschingen avec Tepic, le titre individuel européen. Et pour moi, c'est encore ça qui, on va dire, qui prédomine. Et c'est plus ces victoires manquées que celles que j'ai eu le bonheur de pouvoir gagner. Et voilà, j'espère quand ma carrière sera derrière moi, ce qui n'est j'espère encore pas le cas, pendant de nombreuses années, alors je pourrais regarder en arrière et puis être fier et prendre un petit peu plus de recul par rapport à tout ça. Mais je ne sais pas si c'est le fait de monter encore ou de tellement aimer ce sport encore qui me motive vraiment chaque jour et chaque semaine. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ces moments-là qui reviennent le plus souvent et c'est ça aussi sûrement qui me tient motivé chaque semaine. C'est drôle, alors c'est une question qu'on a prévue un peu plus loin dans l'interview, mais on s'est dit que quand on te parle et quand on t'entend parler de toi principalement, on te trouve très intransigeant, très exigeant, en tout cas envers toi-même. Mais quand on parle de toi avec des journalistes, mais aussi avec toutes les personnes que tu as côtoyées, qui peuvent être des partenaires dans les équipes, mais aussi des personnalités du staff, ce qui revient souvent, c'est qu'on dit de toi que tu es quelqu'un de loyal et de très authentique. Est-ce que c'est comme ça que tu te vois ? Est-ce que comment est-ce que toi tu définirais les contours de ta personnalité finalement ? Oui, je sais pas trop, je préfère laisser les gens en parler. Maintenant, c'est vrai que c'est souvent des choses qui me touchent plus que de parler d'une victoire ou de quelque chose, surtout quand ça vient de personnes que j'apprécie. C'est des choses qui me font plus dire que j'ai réussi ma carrière. Que justement un palmarès sur une page. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui ment. J'ai toujours été, en tout cas essayé de rester moi-même et sans penser aux conséquences ou à ce que, en bien ou en mal, mais j'essaye simplement d'être moi-même et de dire les choses comme je les pense et d'être juste et normal avec quelles que soient les conditions, quoi. Je ne vais pas changer ma personnalité ou ma façon de parler par rapport à qui est à côté de moi ou par rapport à tel ou tel événement, et j'essaie simplement de dire les choses comme je les ressens et de rester moi-même. C'est, on va dire, le plus beau compliment qu'on peut me faire. Je vais continuer à m'engouffrer dans ce que tu as dit tout de suite. On avait aussi préparé cette question et sache que c'est un sujet qu'on a beaucoup débriefé avec plein de nos invités. Quand tu as pris la médaille d'argent à Paris et non la médaille d'or, tu as dit dans un article « Voilà encore une barre qui va m'empêcher de dormir pendant 4 ans ». Et nous, on a beaucoup débriefé de cette phrase, Steve, sache-le, avec plein de nos invités. Et alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'un an et demi plus tard, elle t'empêche toujours de dormir ? Comment est-ce que tu te sens ? Alors, non, elle ne m'empêche pas de dormir. Oui, elle me perturbe encore. Et j'ai envie de dire que les gens autour de moi ne l'aident pas ou ne m'aident pas beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où c'est vrai que je peux être assez dur avec moi-même. Mais c'est vrai aussi que les gens contrepartie sont aussi assez durs. Et c'est vrai que j'ai été étonné de voir le nombre de personnes qui n'étaient peut-être pas déçues, mais en tout cas qui ont fait une petite réflexion par rapport à la barre. C'est dommage, manqué, ça ira mieux la prochaine fois, ou des choses comme ça. C'est des choses que j'entends aussi régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses. Et je pense que c'est quelque chose où avec les années, j'ai pas mal évolué. Et pour moi, c'était une médaille qui était gagnée. C'est pas j'ai parlé souvent de médaille perdue ou de place perdue plus que de quelque chose de gagné, mais là je pense vraiment que c'est une médaille qu'on a gagnée. Et puis le fait d'avoir été champion d'Europe avec la jument et de pouvoir lui donner une médaille individuelle olympique, c'est le fait que ce soit la deuxième aussi et tout, il y avait quand même beaucoup de sources de satisfaction et c'est une médaille dont je suis très fier, même si c'est vrai que
ce qui est embêtant surtout, c'est que c'était une erreur de cavalier. La faute, elle était vraiment évitable. Et c'est pour ça que je m'en veux un petit peu. Puis d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être ça aussi qui me motive justement encore et qui fait que je serai à Los Angeles, à Brisbane et à encore quelques-uns d'après, j'espère, pour ramener une deuxième médaille qui brille encore un peu plus. Pour comprendre un petit peu mieux les fondamentaux et puis les racines que tu as tissées ici à Elgg, on aimerait peut-être revenir très en arrière, au tout début de ta carrière, quand tu as commencé à monter à cheval. On sait que tu as quitté les écuries familiales très tôt. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment-là entre tes premières années à poney, à cheval, et puis le moment où tu as décidé finalement de prendre ton envol? Non, j'allais chez Beat régulièrement. Quand j'avais, je pense, 14 ans, la première fois, mes parents ils m'ont envoyé là-bas, donc je passais toutes mes vacances là-bas. En fait, c'était un test au départ. C'était un test parce que je disais depuis longtemps que je voulais devenir cavalier professionnel. Et mon père, il était conscient que je voyais sa vie à lui, mais je voyais pas ce qu'il avait fait avant. Et il savait aussi l'envers, on va dire, du décor, que certaines personnes ne connaissent pas. Et donc, il m'avait dit, sans me le dire, mais on avait parlé avec ma maman en disant on va envoyer Steve une fois un petit peu à la dure pour voir s'il est fait pour ça, ou parce que je parlais déjà d'arrêter l'école et tout pour monter à cheval. Il dit ok, pas qu'il croit non plus que c'est simplement les 2 minutes qu'on voit à la télé le dimanche après-midi, mais qu'il sache un petit peu tout ce qu'il y a derrière aussi. Donc il m'avait envoyé 2 mois là-bas pendant les vacances d'été. Et à la dure, donc c'est vrai que j'avais souffert, donc une langue que je parlais pas, je montais une 12aine de chevaux tous les jours en faisant les box tous les matins, on commençait à 5h tous les matins, on brossait, tondre les chevaux, j'allais au concours sans groom, tout ça, enfin c'était 2 mois difficiles, j'étais rentré épuisé, et puis par contre j'avais adoré, et c'est vrai que on va dire les vacances suivantes, quand j'ai demandé à mon père si je pouvais y retourner, il a pensé que j'étais fou. Mais au moins, ça lui a donné la sécurité que j'avais le cuir assez épais pour essayer, en tout cas, d'en faire carrière. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de cet appel de Jan Tops qui t'a... Donc ensuite, j'ai beaucoup travaillé avec Béat, donc je passais vraiment toutes mes vacances là-bas. J'avais beaucoup de contacts avec lui, il m'a beaucoup appris. Et puis... c'est vrai que nous, on avait les écuries familiales à Basse-Cour, dans le Jura. Et c'est vrai que c'était plutôt difficile de vraiment développer quelque chose là-bas parce qu'il n'y avait encore pas d'autoroute. Il y avait les concours et tout ce qui se passe autour avec le commerce et tout ça, ça ne se passait pas vraiment là-bas. Donc c'était assez compliqué de se développer. J'avais des très bons résultats à niveau national. Je faisais toutes les Coupes des Nations. C'était dans le temps, je crois que c'était même pas des étoiles encore, c'était des concours ABC, mais ça correspondrait à nos Coupes des Nations 3 étoiles aujourd'hui. Donc je faisais toutes les Coupes des Nations de l'Est, Zagreb, Budapest, Bratislava, Athènes et tout ça. Il y avait les frontières encore et tout, donc c'était des voyages pas possibles pour y aller. On était souvent 5-6 heures à chaque douane arrêtés à faire les papiers pour les chevaux. Et donc c'était les concours où j'avais accès, donc on allait là-bas. Et puis, on avait des très bons résultats dans ces concours-là, mais je voyais bien aussi, déjà mon père, on avait l'expérience, et même moi, je voyais que pour passer le niveau supérieur, ce serait difficile. Et j'ai toujours eu des grandes ambitions dans le sport aussi. Pas du tout que j'avais l'impression de perdre du temps, mais je me disais, il faut qu'un jour ça bouge, et je ne voyais pas vraiment comment ça allait bouger, mais je continuais, on va dire, de travailler en ayant cet objectif quelque part, qu'un jour, une opportunité s'ouvrirait. Et d'ailleurs, c'était en montant dans le camion pour partir à Zagreb que mon père a reçu ce téléphone pour le coup de Beat Mendley, qui avait été contacté par Jan Tops pour savoir si j'étais intéressé, puisque Rolf Bengtsson, qui était le cavalier en chef là-bas, avait décidé de partir, de se mettre à son compte. Et donc j'ai eu la proposition et mon père m'a dit viens, on va une fois là-bas ensemble. On est partis en Hollande tous les deux et on a rencontré Jan et son équipe. On a parlé un peu plus en détail de ce qu'il attendait de moi et de ce qu'il m'offrait. Et puis voilà, mon père m'a dit c'est à toi de décider, et j'ai dit que je voulais essayer, que je voulais y aller. Et puis j'ai dit aussi en même temps que
il fallait pas qu'il garde l'écurie familiale pour moi, parce que si un jour je partais, ce serait pas pour rentrer là-bas, parce que j'étais conscient que c'était vraiment difficile de se développer sur un point de vue économique, qui est aussi primordial dans notre sport, en restant là-bas, et que j'y retournerai certainement un jour quand je monterai plus, mais que ma carrière, je la ferai pas là-bas. Donc les écuries ont été vendues et j'ai commencé, on va dire, ma carrière seule. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté d'arriver aussi jeune avec... Alors, tu avais quand même un bagage de cavalier, tu ne partais pas du tout de rien, mais c'est vrai que tu découvrais aussi un système un peu plus d'ampleur. Qu'est-ce que tu as appris et puis comment est-ce que tu t'en es inspiré ? En fait, c'était la dernière étape, mais qui est aussi très très importante. C'était justement pour la première fois, on va dire, ça m'a ouvert les portes du plus haut niveau, donc des plus beaux concours avec les chevaux qui avaient le potentiel justement de concourir à ce niveau-là. Donc, on va dire, j'ai continué d'apprendre à monter par l'expérience que tout ça me donnait, puisqu'il y avait énormément de chevaux et concours tous les week-ends. Et voilà, c'est l'expérience que j'ai pu engranger, que j'aurais pas pu si j'étais resté en Suisse. Donc c'est vraiment aussi une étape qui a été hyper importante dans mon développement de cavalier. On imagine un peu que de toutes ces expériences, tu as tiré de l'inspiration, un peu des grandes lignes de ce que tu avais envie, toi, de reproduire dans ton système, dans tes écuries, mais aussi de ce que tu ne voudrais pas reproduire. Et tu nous as fait visiter tout à l'heure tes écuries quand on est arrivé. Enfin, ce qu'on peut penser direct en arrivant, c'est cheval, c'est penser cheval. Il n'y a rien de faste, il n'y a rien de luxueux, c'est très simple, dans le bon sens du terme, mais en tout cas, il y a des paddocks partout. Les chevaux ont des ouvertures, on voit que vraiment tu as réfléchi à ça. Quand tu t'es installé ici, est-ce que tu avais déjà projeté un peu vraiment une vision de comment tu voudrais, dans un monde idéal, que tes chevaux vivent et que ton sport vive ici à Elgg ? Oui, c'est exactement ça. C'est très bien résumé et ça me fait plaisir de l'entendre ainsi. Et c'est vrai que partout où je suis passé, je regrette pratiquement rien de ce que j'ai fait, parce que j'ai pu justement apprendre de beaucoup de choses que j'avais envie de refaire, et aussi voir beaucoup de choses que j'avais pas envie de faire si un jour j'avais la chance de pouvoir m'installer chez moi. Et c'est vrai que c'est après 2012 où on va dire aussi la médaille d'or de Londres m'a aussi aidé à me développer financièrement grâce à mes partenaires, à mes sponsors. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être qu'un jour, je pourrais une fois m'acheter une écurie aussi en Suisse, sachant que les murs sont très chers en Suisse. Mais par contre, ce qui était primordial pour moi, c'était d'avoir beaucoup de place. Beaucoup de place, parce que je voulais pas simplement une écurie pour me dire, voilà, c'est chez moi, et je voulais pas quelque chose, même si c'est plus simple d'avoir quelque chose de plus petit, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit un peu comme je m'imaginais dans un film, le paradis pour mes chevaux, quoi. C'est ça que j'avais envie par rapport à tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu. Et je voulais vraiment de la place, et ça, c'est très compliqué à trouver, surtout en Suisse. Et quand je suis venu visiter ici, c'est vrai que tout le monde m'a dit, mais fais pas ça, t'es complètement fou, parce que c'était pas du tout comme ça. Et c'était vraiment dans un mauvais état ici, l'écurie, mais je voyais le potentiel qu'il y avait derrière. Et je voyais au moins, je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins il y a, par la place et par l'emplacement et la nature autour, il y avait possibilité de faire les choses comme je rêvais qu'un jour elles le soient. Et on s'en approche gentiment, on continue à faire des améliorations tout le temps, sans arrêt, mais on va dire qu'on a déjà le principal et qu'on a tout ce qu'il faut pour que les chevaux puissent se sentir cheval et puissent être simplement, j'espère en tout cas, heureux ici chaque jour. Et c'est ça c'est la seule chose qui était importante pour moi, plus que le luxe des selleries ou des clubhouses qui sont un petit peu la nouvelle trend d'aujourd'hui, ou des camions, tout ce qui va avec, où on va dire le luxe prend une grande part de la normalité. Moi, c'était plus vraiment la nature et le cheval au centre de cette nature qui m'intéressait par-dessus tout. Je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu disais que dès jeune, tu voulais que les choses bougent, que tu étais motivé. À Equita, à Lyon, on a interviewé ton compatriote et ami Martin Fuchs. On était très contente de l'avoir aussi à notre micro, qui nous a dit quelque chose qui nous a aussi bluffé et qu'on a pas mal débriefé. Il nous a dit que lui, il était vraiment né dans une famille où on lui a toujours dit qu'il ferait les Jeux Olympiques, qu'il serait un grand champion, etc.
Et je pense à cette question parce qu'après, on voulait te parler de ton père, Philippe, qu'on a aussi interviewé récemment, qui est très fédérateur. Mais j'avais envie d'un peu de comprendre comment est-ce que tu as évolué, comment est-ce qu'il t'a, entre guillemets, éduqué, en tout cas dans le sport. Qu'est-ce qu'il t'a transmis? Est-ce que lui aussi, il a cru en toi au point que tu pensais aussi devenir un champion? Oui, là je pense que c'est vraiment quelque chose où dans nos éducations ou dans la vision que ce soit la famille Fuchs ou la famille Gerda, je pense que c'est assez différent. Mon père s'entendait très bien avec Thomas et Marcus. Moi, je m'entends très très bien. Ils sont très importants. Tout le monde le sait dans mon système. Mais on a beaucoup de différences aussi. Et ça, c'est certainement aussi une des grandes différences. C'est que non, chez nous, il n'y avait vraiment jamais cette... mon père ou mes proches n'ont jamais parlé de ma carrière ou des succès que j'allais ou éventuellement je pourrais avoir. C'est moi vraiment toujours qu'on voulait toujours plus et des fois même qui avait envie de secouer un peu pour mon père, pour dire il faut que ça aille plus vite, il faut qu'on y aille, il faut qu'on gagne plus, il faut que ça avance plus. Mais pour ça, mon père a toujours été très, très terre à terre et il a toujours eu, je pense, beaucoup de confiance en moi, mais en même temps, il savait que c'était compliqué et il m'a jamais fait aucune promesse que les choses se passeraient comme je l'espérais ou comme j'en rêvais. Par contre, il m'a toujours donné toutes les possibilités pour que je puisse me développer comme moi j'en avais envie. Et je pense que c'est aussi un des plus beaux signes qu'un papa peut faire à son fils, c'est de se mettre en retrait quelque part. Et quand j'ai décidé de travailler déjà à 14-15 ans avec Beat Mendley, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui auraient dit non, tu t'entraînes avec moi, c'est moi qui vais t'amener là-bas, parce que les gens parlaient déjà de moi, j'étais déjà dans tous les championnats d'Europe junior, les choses allaient bien, donc il y a beaucoup de pères qui auraient dit non, tu t'entraînes avec moi et tu fais les choses comme moi je décide, et qui quelque part auraient voulu vivre la carrière à travers leur propre carrière à travers leur fils, et qui n'était pas du tout le cas de mon père. Il a dit écoute, si tu te sens d'aller t'entraîner avec Beat, il n'y a pas de problème, moi tu sais que je suis là, donc il était toujours là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais par contre il n'avait aucun problème non plus à se mettre un peu plus en retrait pour me laisser justement faire mes propres expériences, pour que je puisse moi créer mon propre système indépendant. Et si j'avais besoin de lui, il était là, mais il m'a jamais mis aucune obligation. Il m'a aidé à tracer ma propre route en fait, et il m'a laissé beaucoup de liberté. Et je suis évidemment très reconnaissant. Il a même mis sa carrière de côté pour pouvoir s'occuper de moi très jeune, pour pouvoir venir avec. Mais c'était vraiment, pour mes parents, la seule chose qui importait pour eux, c'était que leur fils soit heureux. Le reste, le succès, les médailles, l'argent, ça les a jamais trop intéressés. C'était vraiment seulement le bonheur de leurs enfants qui était important pour eux. Est-ce que c'est facile d'avoir un père sélectionneur national et entraîneur national? Et je pense à ça parce qu'il a été souvent rattaché à des équipes concurrentes, quelque part. Je me rappelle l'avoir vu à Paris venir te voir, et en même temps, il avait des cavaliers au paddock. Est-ce que c'est facile entre guillemets, de prêter son plus grand pilier, son plus grand soutien? Est-ce que c'est facile aussi de réussir à trouver l'équilibre entre oui, j'ai encore besoin de toi, et en même temps, tu peux pas être là toujours pour moi? Et comment toi, tu l'as vécu tout ça? En fait, ça n'a jamais vraiment été un problème, puisque, comme j'expliquais, il m'a laissé beaucoup de liberté dès le départ, et il ne s'est jamais mis en avant par rapport à ma carrière. Et je me suis toujours entouré d'autres personnes aussi. J'ai jamais travaillé qu'avec mon père. Donc je sais qu'il était toujours là, mais on va dire notre relation, elle a toujours été père-fils d'abord. Et beaucoup plus qu'entraîneur-cavalier. Et du coup, il était toujours là, mais j'avais toujours mon équipe aussi indépendante qui était là. Et moi, ce que j'avais besoin, c'est le père plus que l'entraîneur. Et le père, il était toujours là, qu'il soit son job officiel, qu'il soit sélectionneur de l'équipe de Belgique, de France ou de Brésil, ça ne change rien à notre relation. Notre relation, c'est une relation d'amour d'un père à son fils. Et le côté, on va dire, technique et sportif et d'entraîneur cavalier, il a toujours été en second plan entre nous. Donc, ça n'a jamais vraiment posé de problème, non.
Quand on écoute évidemment le palmarès qu'on a défini au début de cet épisode, quand on sait évidemment toutes les victoires que tu as eues, on a l'impression que quelque part ton parcours et ta carrière a été linéaire, toujours progressive. Mais je crois pas. Je pense que quand tu es rentré chez Yann Top, c'était aussi un peu plus calme. Je pense que tu as aussi vécu des moments un peu plus durs. On sait que c'est un sport qui est difficile, chronophage, où il faut toujours recommencer. Est-ce que avec le temps qui passe, est-ce qu'avec les aléas du sport, est-ce qu'avec les blessures, notamment cette année qui a été un peu plus difficile, est-ce que ta passion, ton amour du cheval, ton amour du sport, elle est toujours intacte? Oui, c'est toujours aussi intact. Ça m'étonne même des fois de sentir toujours cette même passion, et quelque part, je pense que c'est ça aussi qui a un petit peu fait ou un peu influencé en négatif sur ma santé. C'est que j'ai oublié que mon corps vieillissait, parce que justement chaque jour je me levais comme le gamin de 15 ans avec des étoiles dans les yeux, juste envie d'aller monter à cheval et de faire son sport et de passer du temps avec ses chevaux et son sport. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai oublié un petit peu que le corps vieillissait et que je ne pouvais plus faire aujourd'hui non plus ce que je faisais il y a 20 ans. Donc oui, c'est toujours intact. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais en fait, je me rends compte aussi maintenant que c'est dans ces moments difficiles que j'ai le plus appris. Et puis, c'est à ces moments-là que je pense le plus aussi, parce que dans les moments faciles, en fait, on apprend beaucoup moins que dans les moments difficiles, dans les moments où on doit se remettre en question, on doit remettre en question son système ou ce qu'on a fait de faux. Et même l'année passée, avec une année qui a été loin d'être, on va dire, une année idéale ou une année facile, j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses, et j'ai l'impression de prendre presque encore plus de plaisir à monter maintenant. Et de nouveau, j'ai trouvé beaucoup plus de positif que de négatif dans ce qui m'est arrivé l'année passée, et ça me remotive évidemment pour les années à venir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un matin de te dire en fait j'y arrive plus, je suis pas assez compétitif, j'ai pas les bons chevaux, il y a tellement de monde aujourd'hui dans la ranking que je vais pas réussir à remonter? Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute comme ça, ou est-ce que finalement tu as toujours su que quels que soient les chevaux que tu montais, tu allais réussir à reconstruire un système, une écurie, à rester à haut niveau? Je pense que j'arrive à trouver de la confiance, de la sérénité dans le système. Pour deux raisons. Parce que ça a fonctionné avec beaucoup de chevaux différents jusqu'à aujourd'hui. Et je pense aussi parce que le fait d'avoir beaucoup travaillé ou de continuer à beaucoup échanger avec Thomas Fuchs notamment, et qui prouve que son système fonctionne, quand des fois je pourrais un petit peu peut-être douter, le simple fait de parler avec Thomas et de me dire voilà, ça fonctionne, ça a fonctionné avec à peu près toutes sortes de chevaux, et ça va continuer à fonctionner. Donc là-dedans, j'arrive à trouver pas mal de sérénité. Sinon, moi, je suis pas du tout quelqu'un de je veux pas dire que j'ai pas confiance en moi. J'ai confiance en mon système, j'ai confiance en ma bonne étoile. Mais c'est vrai que souvent je me sens pas spécialement, j'ai pas vraiment le sentiment d'être spécialement un cavalier hyper doué quand je vois d'autres cavaliers, où j'ai l'impression que tout a l'air beaucoup plus simple ou beaucoup plus facile que pour moi. Et voilà, je sais pas si c'est moi qui me mets dans cette position-là ou si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est pas du tout que j'ai une confiance aveugle en moi ou dans ce que je fais. Et j'ai toujours l'impression que beaucoup de cavaliers montent mieux que moi, ils font les choses mieux que moi. Mais c'est vraiment le système et notre façon de faire qui me donne confiance et qui me permettent de rester, je pense, à haut niveau. Et puis il n'y a pas que ça qui me motive non plus. La motivation pour moi, c'est pas, j'adore aller au concours, j'adore être compétitif, j'ai plus de plaisir à gagner un Grand Prix 5 étoiles qu'à gagner un Grand Prix 2 étoiles. Par contre, j'ai plus de plaisir à gagner un Grand Prix 2 étoiles qu'à avoir fait un bon tour et finir 8e dans un Grand Prix 5 étoiles. Donc j'arrive à trouver beaucoup de satisfaction, beaucoup de motifs de satisfaction dans beaucoup de situations différentes. J'adore monter les jeunes chevaux, j'adore partir au concours en national ou en 2 étoiles avec 6-7 chevaux que je sens progresser. Donc c'est ces satisfactions-là qui
qui me donnent confiance et qui me permettent, je pense, de continuer à s'améliorer et puis à rester à niveau, parce que c'est vrai que le niveau est de plus en plus serré, de plus en plus compétitif. Ouais. On a parlé de tes écuries. Là, on t'entend nous dire que tu aimes aller monter les jeunes chevaux en concours nationaux. Tu es tous les ans sur les championnats suisses. C'est des choses qui sont importantes pour toi. Quand on voit à quelle vitesse le sport se développe et où on va, avec les circuits qui se multiplient, avec l'argent qui rentre énormément en jeu. Comment est-ce que tu te situes ? Alors, on connaît évidemment tes prises de position, ça, on n'est pas forcément obligé de revenir là-dessus, mais en tout cas, comment est-ce que tu te situes par rapport au sport d'aujourd'hui, par rapport à ce que tu as connu ? Des fois, ça me fait un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de beaux concours, on a de plus en plus de belles tournées, de circuits qui sont des concours pour la plupart magnifiquement organisés et qui sont aussi très intéressants financièrement et tout ça, donc ça c'est très bien, et puis ça fait avancer les choses aussi, mais par contre j'ai l'impression que des fois on oublie un tout petit peu. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre juste de concours 5 étoiles, et que c'est hyper important et primordial de pouvoir continuer à faire évoluer nos jeunes chevaux, nos jeunes cavaliers, et puis que pour ça, il faut des concours. Donc on voit que le sport national a beaucoup de peine dans beaucoup de pays, et que des concours, on va dire, de 3-4 étoiles ont aussi de plus en plus de peine à survivre. Donc j'ai pas la solution, mais par contre je suis persuadé que c'est vraiment important qu'on trouve une solution pour aider ces concours-là, parce que sans ces concours-là, on va vraiment avoir de la peine à faire progresser les cavaliers, mais les chevaux aussi. Et c'est primordial de pouvoir garder, de pouvoir soutenir ces concours-là qui ont moins de dotation, mais qui sont hyper importants pour le développement des chevaux. Et c'est vrai que des fois, ça me fait un petit peu peur de voir beaucoup de ces beaux concours traditionnels disparaître, et je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, malheureusement. Ces positions que tu nous partages, en tout cas cette position et puis d'autres, tu prends le temps de les partager avec des médias, dans des conférences de presse, avec d'autres acteurs. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais ce pouvoir d'être un porte-parole ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus ? Est-ce que tu l'as choisi ? Ou est-ce que quelque part, en fait, on toque à ta porte et tu n'as pas trop d'autres solutions que de l'ouvrir et de parler ? Non, pas du tout. C'est même pas du tout dans ma nature. Je crois que je suis quelqu'un de plutôt réservé, et puis qui aime plutôt me mettre en retrait que quelqu'un qui aime vraiment se mettre en avant. Donc non, c'est pas du tout quelque chose qui est préparé ou qui a été préparé ou qui était, on va dire, dans un coin de ma tête. Par contre, il y a des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents notamment, qui ont toujours été importantes pour moi. Et comme je l'ai dit au début de l'interview, je joue pas de rôle, je dis les choses comme je le pense. J'ai pas de problème à en parler, parce que c'est vraiment des choses qui sont vraies, c'est moi. Donc c'est pas que je dois y réfléchir, que je dois me préparer, je dis simplement les choses comme je le pense. Et autre chose que j'aime dire, c'est que j'aime pas critiquer les choses sans avoir essayé d'influencer les influencer avant. Donc si je veux me permettre justement de pouvoir répondre à peu près toutes les questions honnêtement, je vais aussi pouvoir me regarder dans la glace et pouvoir dire ok, j'ai critiqué ça et ça, à tort ou à raison, ça c'est autre chose, ou à d'autres personnes de le dire, mais au moins j'ai essayé d'influencer, j'ai donné mon avis, et puis du coup je me sens légitime d'en parler, puisque j'essaie de pas trop changer mes avis, à part des fois je le dis aussi, je suis content de donner moi tort, montrez-moi que j'ai tort, et puis il n'y a pas de problème, quoi. On continue, la vie continue, mais ça a toujours été important justement de dire les choses comme je le pense, de pas avoir peur de répondre aux choses, pour justement me donner la légitimité quelque part d'en parler aussi ouvertement. Et puis on va dire, ça vient naturellement, parce que justement c'est pas un rôle que je joue, mais c'est simplement comme je ressens les choses. Même si certaines fois je m'en serais passé. Ces prises de position, elles te caractérisent, et je pense que c'est ce qu'elles font aussi que
tu as marqué notre génération, ta génération. Et tu vois, nous, ça fait des années qu'on vient à Genève, qu'on est petite et que quand Steve Gerda rentre sur la piste, c'est une folie. Tu as été souvent comparé à un Roger Federer, ça on a dû te le dire. Est-ce que ça te parle? Est-ce que j'imagine que c'est un sportif que tu connais bien, que tu suis aussi. Est-ce que tu es fier de te dire que par tout ça, par ta personnalité, par ton sport, tu as marqué cette génération? Oui, après, c'est pas une comparaison qui me parle vraiment parce que je pense que, voilà, déjà, on a des sports qui sont complètement différents. Les gens disent ça sans me connaître moi ou en le connaissant lui encore moins. Donc voilà, c'est pas vraiment une comparaison qui me parle, mais maintenant, c'est quelqu'un qui avait à peu près partout où il est passé, qui a laissé une trace dans son sport encore plus grande que certains qui ont même gagné, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais qui ont gagné plus que lui. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas seulement le résultat qui compte, mais qu'il y a aussi la personnalité et ce qui va autour. Et moi, c'est pas que j'ai essayé de créer une personnalité qui plaise au plus grand nombre, mais ça a toujours été important pour moi de ne pas oublier d'où je viens. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui des fois pas me désole, je ne vais pas exagérer, mais des fois me gêne un petit peu. C'est que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu trop vite d'où on vient. Et que si on veut justement passer un bon moment à Genève, on n'est pas au concours de Genève, que ce soit pour nous cavaliers, que ce soit nos chevaux, que ce soit vous journalistes. On a commencé en bas de l'échelle et aujourd'hui, tout le monde aimerait en fait commencer là où nous on en est aujourd'hui, en oubliant un petit peu ce qu'on a dû faire justement pour y arriver. Il faut que ce soit une récompense de pouvoir atteindre ces concours-là. Et le fait de l'oublier, des fois, ça me fait peur parce que justement, il y a toute cette chaîne d'où on a commencé, de qu'est-ce qui fait que des gens sont venus vers nous pour nous proposer des chevaux, des sponsors, des partenaires qui sont venus justement nous aider dans notre progression, dans notre carrière. Ils sont venus vers nous parce que justement on a commencé dans des concours régionaux, ensuite des concours nationaux. Il y a quelqu'un qui a vu, tiens, ce jeu monte bien, je vais lui donner un cheval. Des Jeux Olympiques à Londres, que quelqu'un a pu dire tiens, moi je veux que mon cheval aille là-bas, on va sponsoriser un cavalier ou quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'on a connu tel ou tel cavalier? Parce qu'il allait faire les 2 étoiles et 3 étoiles dans son pays et il s'est fait découvrir comme ça. Il a eu une fois une sélection pour une Coupe des Nations, il a eu ensuite par sa fédération une sélection pour une Coupe du Monde et puis c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça que je me sens redevable envers ces concours-là qui m'ont permis de me faire connaître, qui m'ont permis de me faire un nom et de pouvoir ensuite progresser dans ma carrière. Et en tournant le dos à ces concours, à ces organisateurs et à toute cette chaîne aujourd'hui, on la perd. Et j'ai l'impression que si on la perd, on va rendre notre sport de plus en plus inaccessible. Et puis c'est ça qui me fait un petit peu peur des fois. Tous les ans, justement à Genève, il y a l'Assemblée générale de l'IJRC, International Jumping Riders Club, et une grande partie des cavaliers, de nombreux cavaliers sont présents, mais il y a aussi de nombreux absents. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup regarder qui est dans la salle, qui participe, tu vois, qui se déplace et qui est là année après année, et puis qui manque à l'appel. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes, toi, de ne pas avoir souvent, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on se fait quasiment tous les ans, mais il manque des jeunes, il manque des grands noms. Est-ce que tu as envie, toi, t'aimerais que beaucoup plus de cavaliers se sentent concernés aussi par l'avenir du sport, par les enjeux et par ce qui se passe dans les discussions à l'IJRC avec la Fédé? Alors j'aimerais, oui, évidemment, j'aimerais que tout le monde y participe et j'aimerais qu'il y ait encore plus de cavaliers qui prennent un petit peu de temps pour s'occuper de tout ça parce qu'on est tous dans le même bateau. Cavaliers, propriétaires, grooms, journalistes, enfin tout le monde. J'aime bien dire, on est avec la FI et tout, on est dans le même bateau et on a tous le même objectif. On a différentes visions, on a différentes approches, on a différents intérêts. Et la vérité, il n'y a personne qui l'a en soi. La vérité, c'est un mixte un peu de tous ces partis et de tout ça. Donc oui, plus on est, et je pense plus on a de chances d'avancer. Maintenant, c'est pas à moi non plus de dire qui devrait être là ou qui devrait participer. Donc libre à chacun de faire ce qu'il entend. La seule chose que j'aime pas, c'est, on va dire, ceux qui viennent pas
Et puis, déjà quelques heures après, on se retrouve au concours et ils critiquent, c'est pas le système d'invitation ou de points ou de ranking ou de tout ça. Et là, tu dis, voilà, c'est là où je parle avant de légitimité. Je trouve qu'on est légitime à faire du bruit ou à dire quelque chose quand on se bat justement pour son avis simplement, juste ou faux, mais pour son avis, qu'on prend du temps et qu'on essaye de l'exprimer ouvertement. Si c'est juste critiquer pour derrière et pas essayer de changer les choses, ça, je trouve que ça ne change pas grand-chose et ça, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas énormément de respect. Dans l'équilibre de ta performance, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. On en a déjà cité un certain nombre, mais il y a aussi toute la partie équipement, notamment. Il y a beaucoup de choses qui évoluent dans notre sport et pourtant, on a quand même l'impression que, tu vois, le matériel n'évolue pas tant que ça. Un mort reste un mort, une selle reste une selle, et on pourrait dire que le matériel qui était utilisé il y a 50 ans presque ressemble quasiment identiquement à ce qui est utilisé aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu penses que il y a la forme, mais il y a aussi le fond qui a évolué? Et puis toi, aujourd'hui, par exemple, on est passé dans ta sellerie, on a vu toutes tes selles Voltaire et on sait que c'est un choix que tu as fait ces derniers temps de changer. Est-ce que tu fais très attention justement à toutes ces évolutions pour essayer de toujours avoir le matériel le plus adéquat et de saisir les opportunités quand il y a des évolutions justement? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Je pense que les choses ont évolué. Maintenant, je pense qu'il y a toujours, c'est comme dans tout, il y a du positif et du négatif. Il y a des fois sûrement des évolutions qui sont allées dans des directions, on va dire, on s'est vite rendu compte que ça servait à rien. Les choses, j'aime bien quand même, je pense que les choses doivent rester souvent assez simples. Et des fois, on essaye de compliquer les choses pour rien, et souvent ça, à mon avis en tout cas, ça apporte plus de négatif que de positif. Mais c'est vrai que on fait plus attention à beaucoup de choses, et si on voit comment on s'occupe des chevaux aujourd'hui ou comment on s'en occupait il y a 30-40 ans, on a des années-lumière de ce qui se faisait avant, et si on parle de l'équipement, évidemment, avant on partait au concours avec un filet, une selle, et on avait 4 chevaux, ils avaient le même filet et la même selle. Et aujourd'hui, on a des selles qui sont faites sur mesure et qui sont contrôlées souvent, parce que c'est vrai que les chevaux, si on prend le même cheval au mois de janvier, au mois d'août, au mois de décembre, par rapport à son planning de concours, il peut être d'une morphologie pas totalement différente, mais bien différente, qui fait qu'il y a toujours des choses à contrôler pour que son confort soit au maximum. Et c'est vrai que c'est pas des choses, je pense, qui vous font gagner plus, mais c'est vraiment dans l'idée du bien-être du cheval et du confort du cheval que je trouve très important d'avoir du matériel qui est confortable et qui est fait pour chaque cheval, qui est individuel à chaque cheval. Et ça, c'est quelque chose, c'est sûr, qui a évolué dans le bon sens depuis toutes ces années maintenant. Steve, on a beaucoup parlé de ta carrière, on a beaucoup parlé de toi, et j'ai un petit peu envie de parler de l'avenir. Bon, depuis quelques années maintenant, tu as une petite fille, Ella, qu'on voit de temps en temps sur les réseaux monter à poney. Et je voulais savoir, plus que de me dire ça, c'est quelle valeur est-ce que tu essayes de lui transmettre? Est-ce que tu as envie qu'elle suive tes traces? Comment est-ce que tu vois aussi les choses maintenant que tu n'es plus tout seul? Alors, j'ai envie de dire que ça m'est égal qu'elle devienne cavalière ou qu'elle fasse autre chose, même si c'est vrai que ça me ferait plaisir, je ne vais pas mentir, qu'elle reprenne une fois, qu'elle-même fasse une carrière ou quelque chose, ou qu'elle adore les chevaux. Évidemment que ça me ferait plaisir, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'elle a une passion. Ça, j'espère vraiment qu'elle va être passionnée de quelque chose, parce que j'ai l'impression que les gens qui réussissent, je ne parle pas de réussite financière ou de carrière ou quoi, mais les gens qui sont heureux dans la vie, c'est les gens qui ont une passion. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un sport, n'importe quel sport, mais ça peut aussi être, du journalisme, ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, ça peut être... Et j'ai l'impression que quand on a une passion, en fait, on passe à côté de beaucoup de problèmes. Et que c'est souvent les gens qui ne savent pas vraiment quoi faire, qui tombent un petit peu dans les travers de la vie.
Donc si j'ai une chose à souhaiter, c'est qu'elle soit passionnée de quelque chose, libre à elle de trouver sa passion, mais c'est la seule chose que j'espère vraiment, c'est qu'elle trouve son chemin. On a une passion, mais quand même, souvent, c'est beaucoup de problèmes aussi. Hein. Oui, les problèmes, la vie est faite de problèmes à régler. Ça, c'est le commun de tout le monde, mais c'est ça qui rend la vie intéressante aussi. Je parle de problèmes vraiment qui font qu'on passe à côté d'une vie, quoi. Là, on vit tous avec nos problèmes, mais justement, le fait d'avoir une passion, je pense que ça aide justement à trouver des solutions à ces problèmes et avoir le bon côté des choses et pas seulement le négatif qui malheureusement tombe sur pas mal de gens aujourd'hui et s'ils n'ont pas justement une passion quelque part, la vie est vraiment pas très rose pour eux. Donc c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être passionné par quelque chose. Alors je suis désolée, ça va être un peu décousu, mais c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure et que j'ai gardé à l'esprit en me disant je vais en parler un moment et bon. J'aimerais te reparler de tes chevaux parce que finalement on en a peu parlé, on a beaucoup parlé tu vois, de toi, du sport, etc., mais peu des chevaux. Tu disais tout à l'heure que malgré tout tu arrives à t'adapter aux chevaux et tu as eu des succès avec plein de chevaux différents. Est-ce que tu as une explication à tout ça? Est-ce que tu as une méthode de travail? Comment tu peux expliquer que tu as des jeunes chevaux qui arrivent, que tu t'y adaptes, que tu les fais progresser et que à la fin du compte ils sont capables d'aller faire du haut niveau alors qu'ils avaient dès le départ des prédispositions, des personnalités complètement différentes et peut-être même opposées à ton style entre guillemets d'équitation, si on doit le dire comme ça? Oui, c'est vrai. Je pense que j'ai pas forcément une réponse, si ce n'est qu'on essaye de faire les choses au mieux possible. On se remet beaucoup en question. C'est quelque chose qui est au centre, on va dire, avec toute mon équipe, où on se questionne tous les jours. Par rapport sans penser vraiment au succès qu'il va y avoir derrière, mais comment est-ce qu'on peut développer le cheval du mieux possible et en étant le plus épanoui, le plus heureux possible. Et en fait, on remarque qu'il y a beaucoup d'adaptations parce que chaque cheval, pour le coup, est vraiment différent. Mais on n'a pas un système qui est vraiment borné. On dit, voilà, tous les chevaux doivent faire de cette façon. Chaque cheval a à peu près un programme différent parce que on se rend compte que dès qu'on parle, c'est pour ça que je pense aussi que le sujet du bien-être animal est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on pense parce que personne n'a la réponse en fait. Et en fait, nous, c'est notre job, c'est à quoi on dédie notre vie, c'est d'essayer de trouver le plus grand nombre de réponses positives à toutes ces questions qu'on se pose pour justement essayer de rendre la vie de nos chevaux le plus agréable possible. Mais on a fait des erreurs, on continue d'en faire et on se questionne tous les jours. Est-ce que c'est mieux d'avoir un cheval dans un paddock quand il pleut ou quand il fait froid ou quand il y a du vent, ou est-ce que le cheval du coup est mieux dans son box? Celui qui a la réponse qui me le dise, mais il y a des chevaux où on s'est dit non, lui il est content dehors, on le laisse, et des fois on les a dehors, on dit lui il aurait plutôt envie de rentrer, il serait mieux dans son box au chaud, on le rentre. Donc c'est des choses où on continue d'évoluer, on continue d'apprendre chaque jour, et ça c'est quelque chose, on va dire, je pense, qui a donné un petit peu raison à notre système avec le temps, c'est d'avoir réussi à ce que beaucoup de chevaux différents s'épanouissent dans cette façon de faire. Et l'autre chose, c'est que en général, plus que les qualités d'un cheval quand je les essaye, la chose qui me parle le plus, c'est ce qui se passe entre moi et l'animal. Parce que justement, je sais qu'il y aura beaucoup de temps à passer ensemble, beaucoup de travail, et qu'il y aura aussi beaucoup de moments difficiles, beaucoup de problèmes, comme on parlait avant aussi sur la route. Et que si on n'a pas justement cette passion ou ce coup de foudre pour l'animal dès le premier instant, mais en fait je me dis qu'on n'est pas vraiment fait pour faire route ensemble, une route qui est longue, semée d'embûches. Et donc j'essaye vraiment de trouver des chevaux, pas forcément parce qu'ils ont un talent énorme, mais plus parce qu'ils me donnent un sentiment et qu'ils me donnent envie de travailler avec lui. Et du coup, ça me permet de, chaque jour quand je les monte, de ne pas vraiment voir les problèmes que le cheval a, mais plus ses qualités. Et je pense que c'est ça qui fait qu'avec le temps, des fois ça prend un peu plus de temps, des fois ça prend très longtemps, mais en général, avec la plupart des chevaux, on a réussi à tirer le plus de satisfaction et de succès possible.
On s'approche de la fin de cette interview et tu nous as parlé des Jeux équestres mondiaux de cette année, de Los Angeles, de Brisbane. Tu as déjà tout en tête, un plan précis. Mais moi, je me demandais où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Ça nous amènera en 2036. J'espère ici. J'espère ici avec continuer de me faire plaisir tous les jours dans pour ce qui est pour moi en tout cas le plus beau sport du monde, et pas seulement le plus beau sport mais aussi le plus beau mode de vie que je souhaite vraiment à chacun de pouvoir goûter un jour, parce que c'est vraiment un mode de vie absolument unique et extraordinaire, et en tout cas moi il me comble chaque jour, et puis j'espère avec une fille cavalière ou pas, mais en tout cas heureuse, et puis continuer à m'amuser dans ce sport qui m'apporte tant. En général, on pose 3 petites questions rapides à la fin, très rapides. Je voulais savoir, c'est quoi, si tu devais garder un seul moment de ta carrière, peut-être le moment celui qui t'a marqué le plus? Je pense que c'est quand même la victoire ma première victoire à Genève avec Jaliska. Il faut savoir que nos auditeurs nous ont réclamé de pouvoir repartir avec quelque chose aux écuries, quelque chose à essayer, à appliquer. Alors, est-ce que tu peux proposer un exercice ou une chose que tu fais, toi, avec un maximum de chevaux et que tu trouves vraiment game changer dans le travail? Ça peut être de la gymnastique, ça peut même être un exercice sur le plat. Ouais, en fait, ce qu'on adore faire, c'est sauter les obstacles naturels. Parce que ça change. Et en fait, j'essaie souvent de me dire que si c'est agréable pour nous de varier le travail, ça doit être agréable pour les chevaux aussi. Et souvent aujourd'hui, on est en pensant bien faire, mais on veut monter toujours les chevaux sur des bonnes surfaces, sur une piste en sable qui est partout de la même consistance, qui est plate et tout ça. Et puis après, on saute en ligne droite, on saute doucement, on met des barres de réglage et tout ça. Et puis en fait, on arrive en piste et on demande l'inverse à l'animal. Dès le numéro 1, on enlève une foulée entre le 1 et le 2. On n'a encore pas réceptionné qu'on tourne déjà. Et c'est des choses que je trouve souvent, de nouveau, c'est devenu un peu... on essaie trop de mécaniser les choses, et moi j'essaie plus de reproduire en fait à la maison ce qui va se passer en piste. Donc ça veut dire même s'il a plu, de sauter sur un terrain qui est peut-être un petit peu plus profond, de sauter des obstacles de travers, de venir des fois sur des distances qui ne sont pas forcément idéales mais qui vont se retrouver qu'on va retrouver en piste aussi, et plus de se mettre dans des situations un peu dans un galop de concours et dans des situations qu'on va retrouver en piste, puisque évidemment tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir beaucoup de terrain et des obstacles naturels partout, parce que ça aide justement aussi tous ces obstacles qui sont un peu qui sont hors de notre zone de confort, qui nous obligent à un peu monter différemment et avoir un petit picotement à chaque fois pour savoir si on va le passer ou pas. C'est vrai que ça aide je pense, à créer justement une relation avec le cheval et à le mettre dans des conditions un peu nouvelles. Et ça, c'est quelque chose que je recherche dans le travail, que je pense que beaucoup de gens oublient un petit peu des fois. C'est en fait de faire toujours la même chose et en fait de varier un peu plus et de un peu plus penser... j'ai envie de dire des fois de chercher du confort dans l'inconfort. C'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire, que les obstacles naturels nous obligent justement à faire. Et sinon, essayer de reproduire ça sur des exercices qui ne sont pas forcément agréables à faire, mais qui va, je pense, nous apporter plus que simplement de rechercher un saut facile avec une barre de réglage devant et derrière qui, en fait, ne sert à rien en fait, en piste plus tard. Alors, il n'y a plus de finale tournante maintenant au JEM, mais au mois d'août, il y aura à Cannes les championnats. Et imagine qu'il y ait encore une finale tournante et que tu fasses partie de la finale tournante. Quels autres couples aimerais-tu avoir en face, ne serait-ce que pour pouvoir voler les chevaux le temps d'un parcours? En fait, là, il faudrait que je réfléchisse. Je vais trouver 4 noms, mais juste pour, si je peux un tout petit peu développer sur la question, c'est typiquement quelque chose où j'ai changé d'avis et j'ai aucun problème à le dire que je m'étais trompé, puisque j'étais vraiment contre la finale tournante, parce que je voyais seulement, on va dire, mon point de vue à moi. Et c'est vrai que celui-là, il n'a pas changé. Pour moi, ça reste mieux le fait de par une tournante, parce que pour moi c'est un sport où on gagne ensemble,
cavalier-cheval. On n'est pas avec son cheval. On a développé son cheval. Et pour moi, une médaille en championnat, c'est pour une paire. Moi, j'aime penser paire, j'aime penser couple. Cavalier-cheval, c'est des couples qui m'ont fait rêver plus que des cavaliers ou des chevaux. Mais c'est vrai que ça manque dans notre sport aujourd'hui, cette finale. C'était vraiment des moments magnifiques. Je pense que c'est des moments qui ont motivé beaucoup de jeunes gens à commencer de monter à cheval. Donc, je regrette maintenant qu'elle n'y ait plus. Et c'est vrai que quand je pense au championnat du monde en Amérique, à Lexington, où il y aurait une finale tournante avec Alice, Clooney, Bianca et Clinta, ça aurait été assez extraordinaire. Et je regrette de ne pas avoir pu faire cette tournante. On a malheureusement eu certaines fois dans les championnats, c'est vrai, des couples qui étaient magiques, mais des cavaliers qui n'étaient pas forcément, on va dire, parmi les tout meilleurs du monde. Et du coup, ça m'aurait embêté de prêter Nino à certains cavaliers. Donc voilà, il faut un petit peu de chance pour les derniers 4 cavaliers. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui aujourd'hui manque à notre sport. Et si je pensais que Sacha-Appel, je pense que tout le monde aurait aimé monter Dynamics, United Touch, Leonie J. Et Hello Folly. Ah oui, évidemment. Et là, je pense que ce serait... en tout cas, toi, tu aimerais bien les monter. Ouais. Merci beaucoup, Steve. On te laisse là. En tout cas, encore une fois, on te remercie vraiment pour ce temps. Merci à vous.